Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints sur cette conférence où on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Francine Behr-Cohen au Festival des Utopiales. Francine, bonjour. Donc vous êtes une experte scientifique et médicale reconnue du fonctionnement de l'œil et du traitement des pathologies qui y sont associées. Vous êtes chirurgienne ophtalmologue de formation, professeure à l'université Paris-Cité, directrice de recherche à l'INSERM et chef d'une équipe scientifique au Centre de recherche des Cordeliers à Paris. Vous avez un parcours d'excellence qui est jalonné notamment par la création de nombreuses startups et de plusieurs activités entrepreneuriales. On aura le plaisir de vous écouter et de nous en dire un petit peu plus. Vous avez notamment créé en 2008 Ivan6, qui est une startup dans laquelle vous avez conçu un dispositif médical innovant de thérapie génique pour redonner la vie aux patients. Et parmi les nombreuses distinctions reçues au cours de votre carrière, vous avez notamment eu le prix Innovation de l'INSERM très récemment, en 2021. Alors pour apprendre un petit peu à mieux vous connaître, j'aimerais vous poser une première question très simple. Comment vous êtes tombé dans le secteur de la recherche ? Bonjour à tous et merci pour cette invitation. La recherche, finalement, je voulais déjà faire de la recherche quand j'avais 7 ans. On me disait, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Je disais, recherche médicale. Et je crois que c'est une vraie vocation. D'abord, c'est la vocation d'être médecin. Et surtout, quand on est médecin, on est malheureusement encore confronté assez souvent à des situations pour lesquelles il n'y a pas de solution. Et je crois que c'est ça qui motive en fait, c'est necessity is mother of invention. Quand on a vraiment besoin de trouver une solution pour nos patients, on essaye d'inventer, de trouver des solutions et d'aller un peu au-delà de ce qui est fait habituellement. Ce qui, on ne le sait pas au début, mais est un très 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 long parcours en fait, qui nécessite d'avoir une double formation. Et c'est ce que j'ai fait en fait dès le début. J'ai commencé mes études de médecine et pratiquement la première année de médecine, j'ai aussi fait une formation en biologie. Et puis ensuite, à l'époque, les parcours MD, PhD qui permettent de faire simultanément des parcours médicaux et scientifiques n'existaient pas. Donc il fallait les faire de façon en fait séparée ou en les faisant chevaucher. Et c'est ce que j'ai fait, qui m'a permis d'avoir ma thèse de sciences et ma thèse en médecine pratiquement en simultané en fait. Je crois même que vous avez préparé quelques images pour qu'on puisse un petit peu voir. Oui, alors je crois que finalement, quand on fait des parcours comme ça, ce qui est très important, c'est les équipes. Et j'ai eu la chance de côtoyer finalement des personnes d'exception, des maîtres exceptionnels, le professeur Yves Pouliquin, professeur Gilles Renard, ces personnes qui nous accompagnent et qui nous donnent l'envie, la force de continuer. Des équipes avec lesquelles plus jeunes, avec lesquelles j'ai continué à travailler, et puis cette chance d'avoir dans un même lieu qui était à l'époque l'Hôtel Dieu à Paris, à la fois sur ici la partie médicale, on est au bloc opératoire, oui, on s'amuse aussi, et puis la partie expérimentation, puisque là je suis en train d'opérer un lapin à l'étage au-dessus. Donc c'était cette possibilité d'être à la fois, et l'INSERM c'était ça, c'était des unités qui étaient beaucoup dans les hôpitaux et qui permettaient aux médecins d'être à la fois avec les patients à un certain moment, puis à de la recherche plus fondamentale à d'autres moments. Et j'ai pu bénéficier de certains outils que l'INSERM a développés, notamment les contrats d'interface, qui permettaient à des chercheurs de faire aussi de la clinique et à des cliniciens de faire de la recherche. J'ai aussi eu la chance, après avoir terminé mon clinical, là c'était quand j'étais chef de clinique à l'Hôtel Dieu, de bénéficier des premiers concours à venir. C'était des financements qui étaient accordés à des jeunes chercheurs qui avaient des idées et qui pouvaient créer une équipe. Donc on leur donnait une sorte de financement de leur propre salaire, mais aussi un financement pour constituer une équipe, et ça existe toujours d'ailleurs. Donc si vous avez des idées, vous pouvez y aller et on peut vous financer pour lancer votre équipe, finalement votre groupe. Et ensuite, j'ai donc décidé, après ça, j'ai tellement aimé ça, que de devenir chercheur à l'INSERM. J'ai été chercheur pendant 6 ans, mais je ne voulais pas abandonner la médecine. Et ça, c'était pas possible, en fait, parce qu'on peut pas à la fois être chercheur dans une institution comme l'INSERM ou le CNRS, et puis continuer à avoir un autre emploi. Et grâce à ces contrats d'interface, c'était possible. Je pouvais rester médecin, praticien, opérer à l'hôpital et avoir une équipe de recherche. Et j'ai fait ça pendant 6 ans, mais au bout des 6 ans, c'était plus possible. Donc je suis retournée comme médecin à l'hôpital, et là, je continue à garder mon activité de chercheur. Et voilà, la recherche, c'est vraiment travailler en équipe. Donc ça, c'était la première équipe que j'ai créée, qui était au Centre de recherche des Cordeliers. Et aujourd'hui, toujours mon équipe de recherche. Mais vous voyez, ce sont des personnes qui sont Marianne Berdugo, qui est vétérinaire, ophtalmologiste, et qui est devenue chercheur.
Min Sao, qui est médecin ophtalmologiste, qui est devenu chercheur, qui n'exerce plus la médecine, mais qui est chercheur. Et également des collaborations avec pas mal de jeunes qu'on a formés. Elsa Kermorvan, qui a fait sa thèse dans notre laboratoire, qui est maintenant néonatologiste, et puis qui fait de la recherche en ophtalmologie sur la rétinopathie du prématuré, ou Alexandra Darwish aussi, jeune chercheuse, qui aussi est devenue professeure à l'hôpital et qui continue à faire sa recherche. Tout ça, c'est à l'hôpital Necker. Ou à Curie, on travaille aussi sur les cancers de l'œil de l'enfant, avec aussi des chercheurs qui sont des cliniciens-chercheurs, ou encore à l'ophtalmopole où moi je travaille, j'exerce, je suis là en train d'opérer, et avec des jeunes comme Jean-Louis Bourges ou Élodie Bousquet, qui sont aussi des personnes qui continuent à avoir cette double activité. Voilà, je crois que c'est très possible, il faut s'accrocher, et qu'on peut être dans un environnement où c'est tout à fait réalisable, et c'est une chance en fait, c'est vraiment une chance de pouvoir faire les deux. Ce qu'on peut aussi dire au vu de ce parcours, donc vous avez eu cette double casquette comme vous venez de le présenter, mais il y a aussi eu le parcours entrepreneurial. Vous avez mené beaucoup d'activités aussi dirigées plus vers le secteur de l'entreprise, notamment Ivansis. Alors voilà, c'est vrai qu'on peut se dire finalement, l'entreprise, c'est un peu le côté obscur de la force. On va rentrer dans le monde de l'argent, de la finance, ça n'a rien à voir avec ces mondes assez idéaux dans lesquels on est à l'hôpital, dans la recherche. Voilà. Et puis tout d'un coup, on est confronté avec tout à fait autre chose, des banquiers, des chiffres. Et pourquoi on tombe là-dedans? Parce que moi, c'était très simple. J'étais jeune interne. J'avais mis au point un dispositif en collaboration avec un chercheur américain, Jean-Marie Parel, un biophysicien. Et puis j'avais ce dispositif et je voulais vraiment l'utiliser. Ça marchait très bien sur les animaux, mais il fallait qu'on aille chez l'homme. Et pour aller chez l'homme, il fallait que quelqu'un soit promoteur de l'essai. Et en fait, je me suis rendu compte que personne n'allait l'être, en fait, si je ne créais pas la structure pour le faire. Et donc, j'ai créé cette première start-up en n'y connaissant franchement pas grand-chose. Et ça a été vraiment apprendre à marcher en marchant. Et en rentrant dans ce monde de financiers, de finances, de brevets, c'est très important, les brevets, il faut toujours protéger ces inventions et ces idées, surtout ne pas les divulguer parce que sinon on ne pourra pas les exploiter plus tard. Donc ça, c'était aussi quelque chose qu'il faut enseigner et qu'il faut respecter. Et puis, donc j'ai finalement fondé 3 entreprises. Donc la première, c'était iGate, c'était pour ce petit dispositif médical qui est utilisé maintenant chez des patients et qui rend bien service dans certaines pathologies. Puis j'ai créé Ivansis, qui a reçu effectivement le prix de l'innovation INSERM 2021, qui est aussi un dispositif médical pour faire de la thérapie génique non virale. Tout le monde a entendu parler de la thérapie génique non virale avec les vaccins ARN, par exemple. Donc c'est un peu le même principe, mais on n'utilise pas de l'ARN, mais des plasmides, donc de l'ADN circulaire. J'en dirai quelques mots tout à l'heure. Et puis plus récemment, Early Sight, une société qui permet de faire de l'imagerie médicale. À chaque fois, la création de l'entreprise, j'ai été cofondatrice, c'est des jeunes chercheurs qui ont monté l'entreprise, c'est vraiment pour arriver jusqu'à l'utilisation chez l'homme. Parce que si on fait que de la recherche qui ne va jamais servir, voilà, je pense qu'on n'a pas été au bout de ce qu'on peut faire ou de ce qu'on devrait faire. Alors peut-être je dis 2 mots d'Ivansis, peut-être. Oui. Voilà, donc effectivement, j'ai eu le privilège de recevoir le premier prix d'innovation de l'INSERM, ce qui était vraiment un grand privilège. Et l'idée, elle est assez simple finalement. Aujourd'hui, quand vous avez tous entendu parler de patients ou de personnes autour de vous qui ont des injections dans l'œil, on en fait beaucoup maintenant, parce qu'on s'est rendu compte que des protéines thérapeutiques peuvent avoir un effet bénéfique. Aujourd'hui, c'est essentiellement pour traiter les anti-VEGF, la dégénérescence maculaire exudative ou bien la rétinopathie diabétique ou d'autres pathologies plus rares. Et de nouveaux médicaments sont arrivés sur le marché, tout récents, pour aussi traiter la dégénérescence maculaire dans sa forme sèche, la forme qui n'avait pas de traitement, mais c'est aussi des injections tous les mois. Et pourquoi on doit injecter? Parce que ce sont des protéines, ce sont des grosses molécules, et vous avez tous vous êtes rendu compte que si vous allez chez l'ophtalmologiste, il est très rare qu'il vous prescrive des comprimés. Parce que l'œil, c'est une partie du cerveau, et le médicament ne passe pas dans l'œil quand on le donne par voie générale. Il faut soit le mettre en gouttes, mais les protéines ne passent pas avec des gouttes. Donc il faut aller les injecter. Et ça, c'est une très grosse limitation. D'abord parce qu'on ne peut pas toujours fabriquer des protéines. C'est très difficile de les fabriquer en dehors de l'organisme pour les injecter. Et ensuite, il faut injecter tout le temps. Et ça fait que dans les études, ça marche. Mais en réalité, les patients,
c'est très difficile d'injecter tous les mois. Il faut quelqu'un qui les accompagne, ils sont âgés, ils sont malades, ils ont eu le Covid, ils ne peuvent pas revenir, et puis c'est fini, ils ont perdu leur vision. Donc, arriver à faire produire par l'œil la protéine médicament, c'est vraiment un enjeu de santé publique, et c'est ce qu'on a proposé. Au lieu d'utiliser le plasmide, donc l'ADN qui code pour la protéine, et le faire fabriquer à l'extérieur de l'œil, on va utiliser les cellules de notre propre œil pour fabriquer notre médicament. Et pour cela, on va fabriquer un ADN qui code pour la protéine médicament, mais il faut la faire aussi rentrer dans les cellules. Et pour ça, vous l'avez vu pour les vaccins aussi, on peut utiliser un virus. Il y a des avantages, mais il y a beaucoup d'inconvénients et de risques, et ça coûte très cher. Et on peut utiliser des méthodes non virales, et nous on a utilisé un petit courant électrique qui fait des tout petits trous, qui permet au plasmide de rentrer dans la cellule, ici, et puis de se refermer. Et une fois que le plasmide est dans la cellule, il va utiliser la machinerie cellulaire pour fabriquer le médicament. Alors l'astuce, c'était d'utiliser un dispositif médical qui va pouvoir être placé à la surface de l'œil, sans chirurgie, avec juste quelques gouttes. Et donc on va le poser à la surface de l'œil. Ensuite, il va y avoir un petit trou par lequel on va administrer le plasmide. Et ce dispositif va permettre de créer le petit courant électrique. Voilà, quelques millisecondes, hop, le courant électrique. Et cette partie de l'œil, qui a la paroi de l'œil, va devenir une usine à fabriquer la protéine qui va être sécrétée dans l'œil. Et ça de façon continue pendant environ 1 an. Donc on aurait à refaire ce traitement 1 fois par an avec un taux continu de protéines. Voilà. En effet, ça a l'air très intéressant et très prometteur comme technologie. Peut-être si on peut revenir dans un cadre plus général pour l'audience, présenter le fonctionnement général de l'œil. On devine facilement que c'est une machinerie assez complexe. Peut-être que vous pouvez nous le présenter dans les grandes lignes. Alors l'œil, effectivement, c'est fascinant. Et c'est un des plus beaux organes, hein. Je prêche un peu pour ma paroisse. C'est assez incroyable parce que finalement, l'œil, il est au contact avec le monde extérieur, mais la rétine, qui est la partie de l'œil qui permet de voir, hein, c'est une partie du système nerveux central. Donc en fait, c'est du cerveau. Et cette rétine, qui est une toute fine membrane qui se trouve dans le fond de l'œil, est connectée au cerveau par le nerf optique, qui va ensuite apporter les informations jusqu'au cortex visuel. Alors l'œil, c'est vraiment très complexe, et si vous allez voir un ophtalmologiste juste pour des lunettes, vous allez voir n'importe quel ophtalmologiste, mais dès lors que vous avez un vrai problème un peu sérieux, on va vous envoyer chez un glaucomatologue, chez un rétinologue, chez un chirurgien, chez un spécialiste de neuro-ophtalmologie, chez un strabologue. Donc il y a une dizaine de sous-spécialités dans un organe si petit, parce que effectivement, les différentes parties de l'œil sont très particulières et ont des pathologies qui leur sont propres. Donc en gros, c'est un peu comme un appareil photo. Les rayons arrivent sur la cornée, puis on a la plupart des milieux sont transparents, ce qui va permettre à la lumière d'arriver jusqu'à la rétine, qui est la petite pellicule blanche, là, jaune en fait, qui se trouve dans le fond de l'œil. Et c'est là que le photon va être transformé en influx nerveux qui va arriver jusqu'au nerf optique. Et pratiquement toutes les parties de l'œil peuvent avoir des pathologies. Globalement, on perd la vision par des grands mécanismes. On a des cellules qui peuvent mourir, et comme c'est comme du cerveau, ce qui est perdu est perdu. Ça ne se divise pas. On va avoir de la perte de la transparence. C'est un des gros mécanismes par lequel on perd de la vision, perd de la transparence de la cornée, la cataracte, mais ça c'est facile, on va l'enlever, on va mettre un cristallin artificiel, perdre de la transparence de la rétine, et puis on va avoir de l'œdème ou de la fibrose aussi. C'est un des mécanismes très classiques qui survient dans tous les tissus et qui peuvent donner aussi des pathologies cécitantes. Alors l'œil va recevoir la lumière à partir de la cornée, donc c'est un dioptre très puissant, à peu près le cornée cristallin fait 60 dioptries. Et puis, ça va se focaliser sur une petite région de la rétine qu'on appelle la macula, et plus spécifiquement la fovea. Ce qui s'allume et qui clignote, c'est la rétine. Et puis, ça va être transformé, ce signal, en un flux nerveux qui arrive au niveau du cerveau. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'image arrive inversée sur la rétine et le cerveau la redresse. C'est des phénomènes optiques. Alors, comment on voit en réalité, on voit avec des cellules. Alors c'est assez curieux ce qui se passe, c'est que la lumière va arriver sur la rétine, elle va franchir toutes les couches de la rétine, et ce n'est que dans les couches les plus profondes
que ces cellules spécialisées, qui sont les photorécepteurs, cônes et bâtonnets, vont transformer le photon en influx nerveux. Donc en fait, l'influx va traverser et va repartir vers les couches les plus superficielles, les cellules ganglionnaires que vous voyez ici, pour aller vers le nerf optique. C'est comme s'il y avait une espèce d'aller-retour du photon puis du signal de l'influx nerveux. Donc les cellules qui permettent de voir sont les photorécepteurs. On a des cônes et des bâtonnets. Dans les cônes, il en existe 3 types. Des cônes qui sont plus spécialisés pour voir des courtes longueurs d'onde, des moyennes longueurs d'onde ou des longues longueurs d'onde. Et la grande différence entre ces 2 types de photorécepteurs, c'est que les bâtonnets sont plutôt spécialisés dans la vision de nuit, la vision scotopique, et les cônes pour la vision photopique, plutôt le jour, la vision précise et les couleurs. Donc on a 2 types de cellules qui sont spécialisées pour 2 types de vision. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette rétine qui tapisse tout le fond de l'œil, et vous voyez ici, vous avez donc le nerf optique, en tout cas l'émergence de la tête du nerf optique, ici, les vaisseaux de la rétine, et ici, ce qu'on appelle la macula. Parfois, les patients viennent et puis vous disent « j'ai la macula ». Je leur dis « vous avez de la chance, heureusement que vous en avez une ». La macula, c'est une zone de la rétine, ce n'est pas une maladie. Et au niveau de la macula, il y a encore une petite région tout à fait centrale qui s'appelle la fovea, puis encore la foveola. Et c'est là, vraiment, sur une toute petite zone, vous voyez, qui est amincie, et où il y a une très grande concentration de cônes qu'on voit. On voit avec 1% de la rétine. Tout le reste, ça sert au champ visuel. Mais la vision, c'est vraiment la zone centrale. C'est pourquoi, si on a effectivement la dégénérescence maculaire ou une atteinte de la macula, on va avoir tout de suite un impact très fort sur la capacité à discriminer, à pouvoir lire, par exemple. L'autre chose qui est très importante, c'est qu'à côté de cette rétine qui sert à voir, il y a des cellules de la rétine qui ne servent pas à voir, mais qui reçoivent de la lumière. Et elles vont recevoir de la lumière, c'est les cellules ganglionnaires à mélanopsine, pour freiner la sécrétion de mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Et donc, c'est en regardant de la lumière bleue qu'on va freiner sa mélatonine et qu'on va être éveillé. Donc la lumière bleue va avoir un rôle de maintien de l'éveil ou du sommeil qui est indépendant du signal visuel. Alors juste un mot sur l'interaction œil-lumière. La lumière, ça appartient au spectre des ondes électromagnétiques. L'œil voit entre 380 et 780 nanomètres. On ne voit pas les UV, on ne voit pas les infrarouges. Et la lumière naturelle, elle est extraordinaire. Elle contient toutes les longueurs d'onde. Vous le voyez avec l'arc-en-ciel, et elles sont fondues. Donc c'est un spectre continu, et c'est un spectre qui varie en fonction de l'heure de la journée. Le matin, il y a plus de bleu. Le soir, il y a plus de rouge. L'autre chose qui est caractéristique de la lumière, c'est qu'elle a une modulation temporelle. C'est-à-dire qu'en fait, la lumière, elle n'a pas tout le temps la même luminance, elle a la même intensité, parce qu'elle va se refléter sur différentes surfaces, notamment l'eau, des feuillages, etc. Et tout ça, ça donne les caractéristiques de cette lumière si importante à notre existence, pour toutes nos fonctions. Et en fonction de l'âge de l'individu, on ne va pas recevoir exactement la même quantité de lumière, en particulier la lumière bleue. Quand on est jeune, tout jeune enfant, on va avoir beaucoup plus de lumière bleue qui arrive à la rétine parce que notre cristallin est transparent. Et au fur et à mesure qu'on vieillit, le cristallin jaunit et il absorbe du bleu. Donc la rétine, finalement, reçoit moins de bleu. C'est pour ça qu'on dit souvent que les enfants vont être plus sensibles aux UV notamment et aussi à la lumière à courte longueur d'onde par rapport à l'adulte. Alors, je veux quand même parler un tout petit peu des lumières qui sont celles qu'on utilise dans l'éclairage. D'ailleurs, tout est bleu là, c'est intéressant de voir. Les lumières qu'on utilisait jusqu'à présent depuis des décennies, c'était les lampes à incandescence. Ça, c'est leur spectre, vous voyez, il est continu, il est très riche en rouge. Ça, c'est des lampes fluocompactes avec des pics discontinus. Ça, c'est des lampes qu'on a souvent dans l'éclairage des villes. C'est une autre lampe fluocompacte. Vous voyez, les spectres sont complètement discontinus et ils sont appauvris en rouge. Et ça, c'est les LED. La plupart des LED ont un pic dans le bleu et sont très appauvris en rouge aussi. Donc la composition spectrale de la lumière est différente. Tout ça, ce sont des lumières qui, quand vous les achetez au supermarché, c'est des lampes blanches. Vous ne les voyez pas ni rouges ni bleues, elles sont blanches. Simplement, si on les regardait avec un spectromètre, on verrait que leur spectre n'est pas le même. L'autre chose qui caractérise la lumière, c'est cette modulation temporelle. Et certaines lampes, notamment les LED, peuvent avoir des modulations qui sont très dégradées et qui peuvent contribuer à donner des maux de tête ou des gênes visuels.
Alors notre environnement lumineux, il change énormément, et souvent on ne le sait pas en fait. On ne sait pas qu'on a changé le type d'éclairage et qu'on va avoir un éclairage différent. Et quand vous allez acheter des lampes, maintenant, heureusement, on a la température de couleur, souvent, qui est en Kelvin. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous achetez une lampe qui, par exemple, est à 10 000 Kelvin, vous allez vous dire « Ah, 10 000, c'est chaud ». Non, en fait, 10 000, c'est froid. Hein, c'est contre-intuitif. Il faut essayer d'acheter des lampes qui sont plutôt blanc-chaud pour limiter la quantité de bleu et avoir plus de rouge. On verra pourquoi tout à l'heure, juste pour vous dire que si vous êtes intéressé à ces sujets, vous pouvez aller sur le site de l'ANSES. Les rapports sont téléchargeables, ils sont gratuits et ils sont très bien faits. Et tout est expliqué sur les liens entre la lumière, la santé humaine et quelle lampe il faut utiliser. On comprend assez facilement que l'œil est donc une machinerie extrêmement puissante et fragile à la fois. Donc, quand on voit bien et que tout va bien, pas de souci, mais on imagine, et c'est aussi l'objet de vos travaux, que malheureusement, des fois, cette machinerie peut être défaillante de façon plus ou moins sérieuse et de façon plus ou moins fréquente chez les personnes. Et est-ce qu'on peut peut-être voir quelques exemples de pathologies qui touchent l'œil? Alors, il y en a énormément, hein, c'est vraiment 3 maladies dont je vais parler. Je vais parler de la myopie, parce que la myopie, ça touche beaucoup de monde. Et il y a plusieurs types de myopie. Il y a les enfants qui sont un peu myopes, on a toujours connu, on va mettre des lunettes ou des lentilles, on va faire de la chirurgie réfractive, et c'est bon. On a corrigé le trouble réfractif, encore faut-il le diagnostiquer, et plus c'est tôt, mieux c'est. Mais on a un autre problème, c'est qu'on a des myopies qui sont évolutives et qui peuvent devenir des myopies fortes. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'il y a plus d'individus myopes que d'individus hémétropes. Le monde se myopise. Pourquoi? Alors, on a pensé que c'était que les populations asiatiques, on a appelé ça le myopie boom. En Corée, on a 98% des enfants de moins de 6 ans qui sont myopes, et la plupart sont fort myopes. Mais c'est faux. En Europe aussi, il y a une progression de la myopie. En France aussi, il y a une progression de la myopie. Il y a de plus en plus d'enfants myopes. Et voilà les courbes, vous voyez, ce sont des courbes inquiétantes avec une courbe vraiment extrêmement ascendante de l'incidence de la myopie. Donc ce n'est pas seulement l'Asie, en France aussi. Et non seulement on va augmenter le nombre de personnes myopes, mais on va augmenter le nombre de forts myopes. Alors, est-ce que c'est grave? C'est grave. C'est grave parce que la myopie évolutive, ce n'est pas que porter des lunettes, c'est une maladie de la rétine. L'œil est trop long, la rétine est trop fine, et c'est associé à de très nombreuses complications. Et malheureusement, dans un certain nombre de cas, on va jusqu'à la cécité. Et pourquoi est-ce qu'il y a, je vous parle de ça avec la lumière? Parce que dans toutes les études qui ont été faites, alors le monde entier s'interroge, hein, pourquoi est-ce qu'on devient myope? Et on ne va pas dire que c'est qu'un facteur, c'est de très nombreux facteurs. Mais de très nombreuses études qui sont faites. C'est en Chine un problème de santé publique numéro 1, donc beaucoup de moyens qui ont été mis pour comprendre pourquoi on est myope. Il y a des facteurs génétiques, mais ce n'est pas seulement. Il y a des facteurs environnementaux. Et dans les facteurs environnementaux, le facteur le plus fort, c'est l'exposition à la lumière. Plus vous allez laisser les enfants jouer dehors à la lumière naturelle, ou même travailler dehors, eh bien vous allez réussir à avoir moins de myopie. Donc en fait, c'est la qualité de la lumière qui va jouer un rôle. C'est aussi de regarder de près, c'est aussi des écrans, mais c'est beaucoup la qualité de la lumière. Donc il y a des recommandations qu'on donne, notamment pour tout le monde, mais aussi pour les enfants. Il faut se protéger de la lumière solaire. Il faut éviter d'acheter des lumières qui sont des objets lampes. Vous allez acheter un lit, il y a une lampe, mais simplement, il ne répond pas à aucun critère. Vous pouvez avoir une lampe qui ne va pas avoir les caractéristiques requises, ou en tout cas, vous ne savez pas quelles sont ses caractéristiques. Il faut acheter des lampes blanc-chaud. Et l'ANSES a beaucoup travaillé, et maintenant, on ne peut plus acheter des lampes qui sont dangereuses, heureusement. On doit contrôler les lampes qu'on utilise et varier les sources. Et surtout, ce qui est important, c'est que s'il y a assez de lumière du jour, il faut éviter d'ajouter de la lumière artificielle et laisser les enfants faire leurs devoirs près de la lumière du jour, si c'est possible, le plus possible. Les laisser à l'extérieur autant que possible, au moins 2 heures par jour. On dit en extérieur, c'est pas toujours possible. Éviter les écrans, notamment avant de dormir. Éviter d'acheter des jouets lumineux. La plupart des jouets, je ne sais pas pourquoi, ils sont bleus. La nuit, ça s'allume automatiquement dès que l'enfant bouge et c'est bleu. Mais bon, il paraît que ça calme. Mais en tout cas, théoriquement, ça va les empêcher de dormir et d'avoir un sommeil réparateur. Il y a eu des études qui ont montré que si on les couchait plus tôt, il y avait moins de myopie.
Alors en gros, je ne sais pas comment il faut faire, mais il faut réussir à coucher les enfants tôt, à ne pas leur faire regarder la télévision ni les écrans. Et je ne sais pas comment on fait, mais enfin bon, ça doit être possible. Et voilà ce qu'il faudrait faire pour que les enfants soient moins myopes. Et maintenant, il y a des nouvelles stratégies avec des verres freinateurs de la myopie et pas mal de systèmes avec de l'atropine pour éviter que les enfants ne progressent trop dans la myopie. Donc ça, c'était pour la myopie. C'est juste pour vous montrer. Ça, c'est un fond d'œil et une image de rétine normale. Et ça, c'est un patient qui avait les deux yeux, un œil qui n'était pas myope et un œil qui est myope. Vous voyez, celui-ci est complètement déformé et allongé. Et ça peut aller jusqu'à des grosses complications comme ça. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de traitement pour les formes de myopie dégénérative très sévères. Et malheureusement, il y a des patients qui deviennent aveugles à cause de la myopie. Voilà. Je parlais de la DMLA, peut-être 2 minutes. Oui. Encore un peu le temps. Donc la DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge. Le premier facteur de risque, c'est l'âge. Mais pas tous les gens âgés n'ont la DMLA. Il y a des patients qui vivent jusqu'à 100 ans et plus et qui ont des rétines absolument parfaites. Mais la DMLA, c'est la première cause de baisse de vision chez les personnes âgées. 196 millions dans le monde, 70 millions en Europe. Une personne sur 4 après 75 ans et une personne sur 2 après 80 ans. C'est donc extrêmement fréquent. Ça se manifeste comment ? Eh bien, au départ, on n'a pas forcément des symptômes très marqués, mais on peut avoir des difficultés à voir s'il n'y a pas beaucoup de lumière. On a besoin de plus en plus de lumière. On a des baisses de la sensibilité au contraste. On voit moins bien les contrastes. Et puis, on va voir déformés. Donc ça, c'est sur une grille. Si on regarde des lignes droites, on risque de les voir déformées. Et ça peut être un signe juste de drusène, de dépôt sous la rétine, mais ça peut être un signe qui impose de consulter en extrême urgence, parce que ça peut être des petits vaisseaux anormaux qui poussent sous la rétine. Et c'est pour cette forme de la maladie qu'on a un traitement. Et quand on traite ces patients, 90% des patients vont garder leur vision. Et ça dépend de la rapidité avec laquelle on a consulté, on a pu instaurer un traitement. Donc c'est important de connaître ces signes. Et surtout, de fermer un œil, regarder les lignes droites, fermer l'autre œil, regarder les lignes droites. On voit très souvent des patients qui arrivent, et puis c'est le seul œil qui reste qui est atteint. Et quand on ferme l'autre œil, malheureusement, l'autre est perdu. Et personne ne s'était rendu compte. Donc faire ce petit exercice de temps en temps, c'est pas mal. Ça permet de voir qu'on a bien les deux yeux qui fonctionnent. On ne s'en rend pas toujours compte. Il se passe quoi ? Il se passe qu'on voit comme ça. Alors vous allez me dire, bon, on voit quand même. Oui, mais on ne peut pas se déplacer en dehors de chez soi. Et puis ça, c'est la Tour Eiffel. Mais quand on a quelqu'un en face de soi, on le voit comme ça. Donc on ne le reconnaît pas, on ne peut pas lire, on ne peut pas... Il y a beaucoup d'actes de la vie quotidienne qu'on n'arrive pas à faire tout seul. Donc c'est quand même un énorme handicap. Et ça, c'est une rétine normale. Il y a beaucoup de formes de la maladie. Ça commence avec des tout petits signes, des petits dépôts ici. Vous voyez, c'est juste des petites vagues ici. Et puis on peut aller à des formes beaucoup plus graves. Vous voyez, ici, il n'y a plus de rétine, avec une grosse tache ici. C'est la même que celle que voient les patients, ou des formes exsudatives, mais qu'on peut traiter. Vous voyez, on peut passer cette forme-là juste avec ça, avec des injections. Donc il y a plusieurs formes de la maladie. C'est pas toujours la fin du monde. Il y a des traitements, et même dans les formes maintenant atrophiques, il y a des traitements qui arrivent pour éviter la progression et pour maintenir la vision le plus longtemps possible. La dernière exemple que je vais donner, c'est la choriorétinite séreuse centrale. C'est une maladie beaucoup plus rare, mais qui touche les sujets jeunes, et sur laquelle je travaille beaucoup, et qui, très curieusement, vous voyez la Tour Eiffel, on va la voir plus petite, on voit plus petit, et on voit moins, les couleurs sont moins marquées. Et c'est dû au fait que tout d'un coup, la rétine se met à se décoller. Alors, les personnes sont très, très, très angoissées de ça, évidemment, parce que ça touche plutôt les personnes jeunes, en âge de travailler. Et ce qui est très curieux dans cette maladie, c'est que c'est déclenché par le stress et par le manque de sommeil. Donc on travaille beaucoup pour essayer de comprendre quel est le lien entre le stress et cette maladie. Et en fait, c'est que l'œil, il est une partie du cerveau, et il est aussi lié à notre état psychologique et à la production de cortisol et au rythme circadien, etc. Donc ça fait partie du cerveau, et il y a des pathologies oculaires qui sont très fortement associées à des pathologies psy, on va dire. Voilà. Alors on le disait un peu en début de rencontre, votre parcours est aussi beaucoup tourné sur la recherche translationnelle et donc les applications concrètes pour les patients, et essayer de faire sortir vraiment les résultats de votre recherche depuis le laboratoire jusque chez le patient, et ça de la façon la plus rapide et la plus concrète possible. Peut-être qu'on peut donner un exemple sur la dernière start-up que vous avez créée, Early Sight. Alors j'ai cofondé, c'est avec des jeunes chercheurs. Donc l'idée, c'est que pour développer un médicament, on peut avoir un médicament, mais pour aller jusqu'à
que ce médicament soit approuvé par les autorités réglementaires, donc qu'il soit commercialisé, il faut démontrer qu'il fonctionne. Le problème en ophtalmologie, c'est que si vous allez traiter quelqu'un qui ne voit plus, la probabilité qu'il revoie, ce qui est perdu est perdu. Donc il faut en fait montrer qu'on est capable d'éviter la progression avant les signes visuels. Donc qu'est-ce qu'on va regarder? Parce que si je prends quelqu'un qui voit, il voit. Donc en fait, les biomarqueurs d'efficacité des traitements, c'est essentiel pour pouvoir développer un médicament. Et on va utiliser, c'est la première fois en ophtalmologie que ça a été possible, la FDA et les autorités de santé ont accepté d'approuver des médicaments, non pas sur un signe que le patient va ressentir, mais sur le fait que sur une image, on va montrer qu'on va avoir un effet. Et donc, avoir de l'imagerie qui nous permet de détecter tôt les signes de la maladie, c'est essentiel. Parce que ça permettrait de traiter avant qu'on ait déjà commencé à perdre quelque chose. Parce que tout à l'heure, quand je vous ai montré la grande tache, comme ici, en fait, aujourd'hui, les médicaments, on va prendre cette tache et on va montrer qu'on va éviter la progression de la tache. C'est bien, c'est déjà pas mal, mais c'est pas assez. Ce qu'on voudrait, c'est le donner avant qu'il y ait la tache. Mais pourtant, il faut quand même qu'on ait quelque chose à montrer, qu'on montre qu'il y a un effet. Et donc, l'idée, c'était de développer des biomarqueurs. Vous voyez, nous, on utilise de l'imagerie, ça c'est ce qu'on utilise tous les jours, hein, ça prend quelques secondes, le patient met sa tête, c'est sans contact, et on voit ça, et on voit qu'effectivement, ici, il y a des vagues. Et on se dit, c'est pas dramatique. Simplement, si on met ça en histologie, c'est dramatique. Donc, si on avait un moyen de voir ça, et de montrer qu'on pouvait agir à ce moment-là, où il n'y a pas encore de perte de vision, à ce moment-là, on pourrait intervenir plus tôt. Et pour ça, avec une équipe de chercheurs en physique et en optique, on a réfléchi à comment arriverait à voir ces cellules qui étaient invisibles par les méthodes optiques actuelles, et en passant avec de la lumière qui passe à travers la sclère et non pas par la pupille, on arrive à voir ces cellules. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc c'est Timothée Laforest, Christophe Moser et Mathieu Kunzi, ce sont des physiciens qui ont réussi, grâce à cette technologie, à partir en 10 secondes, on met la patiente sur la petite machine, et vous voyez, on a cette image qui nous permet de voir exactement les cellules comme on les avait vues tout à l'heure en montage à plat. Et à partir de là, on pourra dire, maintenant, il faut traiter, alors que, en réalité, avec nos méthodes d'imagerie classiques, on ne voit rien. On croit qu'il n'y a rien, mais il y a déjà une atteinte. Et donc, ça nous permettrait d'aller plus tôt pour donner les médicaments avant qu'il y ait une perte de vision, pour maintenir la vision le plus longtemps possible. On espère qu'on y arrivera. Voilà. Et justement, avant qu'on prenne quelques questions du public, peut-être pour conclure votre intervention, qu'est-ce que vous souhaitez par la suite? Parce qu'on comprend qu'il y a déjà beaucoup de résultats qui ont été trouvés, mais j'imagine qu'il reste encore beaucoup à faire. Donc, quelles sont la suite de vos projets? Il y a beaucoup qui reste à faire, oui. Je crois qu'il faudra plusieurs vies. Et puis, il y a des jeunes qui peuvent reprendre, donc ça, c'est bien. C'est certain que c'est toujours en progrès, quoi. C'est des tout petits pas dans un océan d'inconnus, et plus on avance et plus on se rend compte qu'on a des choses à comprendre. Donc nous, on est juste des bâtisseurs, on apporte des petites pierres à l'édifice. C'est comme un grand puzzle de centaines de milliers de pièces, et puis on est déjà content quand on en a trouvé 2, mais il faut encore continuer pour le tapisser plus large. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'effectivement un certain nombre de ces traitements arrivent jusqu'aux patients, et puis si on a réussi à au moins sauver un patient, ça aura valu la peine, quoi. Voilà. C'est en tout cas tout le mal qu'on vous souhaite. Je vous propose qu'on applaudisse Francine Béard-Cohen, et on va ensuite passer à quelques questions si vous en avez. Je crois qu'on a quelqu'un qui peut faire passer le micro. Bonjour, merci. 2 questions. La première, sur votre parcours, qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi ophtalmologie quand vous étiez étudiante? Et deuxième question, est-ce que vous avez mis en œuvre de l'intelligence artificielle pour analyser plus et mieux les images qui vous permettent de trouver des pathologies? Merci. Alors l'ophtalmologie, ça ne va pas être très glorieux ce que je vais dire, mais c'est vrai. Au départ, je ne voulais pas faire ça.
Je voulais faire interniste et j'ai fait ophtalmologie parce que j'ai été enceinte en même temps que je faisais mon internat et que je me suis dit, ça va être une spécialité qui sera compatible. Et en fait, non, parce que j'ai fait en ophtalmologie la chirurgie de la rétine, qui était la chirurgie d'urgence où on passait ses nuits à l'hôpital. Donc finalement, mais j'étais très contente parce que c'était une spécialité où j'ai eu la chance d'être à un moment où il y a eu beaucoup de découvertes qui ont été faites. J'ai vécu les révolutions de l'ophtalmologie. Donc c'était finalement un excellent choix. Alors pour l'intelligence artificielle, oui, bien sûr, c'est omniprésent l'intelligence artificielle dans tout ce qu'on fait en fait. Hein. Alors moi je suis pas une spécialiste, je ne me revendique pas du tout comme spécialiste de l'IA, mais bien sûr on travaille avec des spécialistes et c'est l'enjeu aujourd'hui dans ces images, c'est d'être capable d'utiliser l'IA pour qu'elle leur donne une valeur prédictive. Et puis pour pouvoir aussi, pour la pratique des patients, des ophtalmologistes, pour qu'ils aient une réponse simple en fait, avec c'est bon, c'est pas bon, c'est oui, c'est non, etc. Il faut beaucoup d'images. Et là, on est en train de collecter des images, mais on utilise l'IA un peu dans tous les domaines de la recherche. En fait, aujourd'hui, c'est partie intégrante de nos activités. Alors c'est vrai que ça fait partie des compétences aussi très importantes. Je crois que cette recherche, elle se fait que de façon transdisciplinaire. Et la grande... pour mener à bien des projets comme ça, c'est de pouvoir faire communiquer des gens qui n'ont pas le même vocabulaire, en fait, qui ne parlent pas le même langage. Donc c'est ça qui est aussi parfois l'enjeu. Et voilà, je pense que c'est important d'être avec des équipes qui font des choses très différentes, mais qui peuvent apporter leurs compétences. Bonjour, tout d'abord merci beaucoup pour cette présentation. Je voulais vous poser comme question, qu'en est-il, puisque là vous nous avez présenté la myopie, mais du coup qu'en est-il de l'hypermétropie et l'astigmatie, peut-être en quelques mots. Et deuxième chose, est-ce qu'on pourrait avoir accès à cette présentation plus tard? Voilà, merci beaucoup. Écoutez, merci. Donc, oui, alors les troubles réfractifs, il en existe d'autres. Hein. Il y a effectivement l'hypermétropie. Aujourd'hui, tous les troubles réfractifs, on les corrige depuis toujours avec des lunettes, avec des lentilles, avec de la chirurgie réfractive plus ou moins. La presbytie notamment, il y a même des tentatives d'utiliser même des gouttes pour éviter d'être presbyte. En fait, on va en réalité réduire le diamètre de la pupille. C'est une fausse correction. Mais disons que ça reste des troubles réfractifs. C'est embêtant, mais on n'en devient pas aveugle. Quoique, la CRSC survient aussi sur des yeux hypermétropes et on peut avoir des complications de l'hypermétropie et maintenant de pathologies qu'on découvre grâce à ces nouvelles méthodes d'imagerie qui sont des grosses choroïdes, des plis choroïdiens. Donc il y a aussi une pathologie beaucoup plus rare en fait. Hein. Donc c'est vrai que les troubles de la réfraction, je ne dis pas qu'on a tout résolu, mais enfin personne n'est aveugle parce qu'il est astigmate, quoi. Voilà, donc on arrive à juguler ces problèmes optiques. Alors que la myopie, malheureusement, même si vous êtes opéré de chirurgie réfractive, donc a priori vous n'êtes plus myope, si vous avez un problème rétinien, le problème rétinien continue. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention, c'était vraiment très intéressant et je vais parler au nom de mon mari en fait qui a été obligé de sortir de la salle parce que ça lui a provoqué un malaise. En fait, il a différentes maladies au niveau de ses yeux, il a un glaucome, il a les nerfs atrophiés, tordus, et ça lui crée en fait des trous au niveau du champ visuel et ces trous s'agrandissent de plus en plus et on n'arrive pas à trouver en fait de médecin ou de solution pour le moment et sa plus grande peur c'est de perdre la vue et de ne pas pouvoir réaliser son rêve. Donc je voulais vous demander par rapport aux solutions que vous aviez présentées en fait au début, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent aider après comme vous le disiez, de toute façon la vision qui est perdue, on ne peut pas la retrouver, mais au moins à limiter ou à freiner le glaucome. Merci. Alors le glaucome, j'en ai pas parlé, mais c'est aussi un des plus gros problèmes de santé publique. C'est difficile de répondre comme ça sur ce cas-là parce qu'il existe des glaucomes aussi. Hein. C'est pas un glaucome. Je suppose que peut-être que c'est un glaucome à pression normale ou je sais pas. Il y a plusieurs types de glaucome. Il y a de très nombreuses solutions. Hein. Donc il y a à la fois des solutions chirurgicales, de laser, d'implants, de différentes prothèses qu'on peut mettre pour baisser la pression. Il y a aussi certaines stratégies pour améliorer
la viabilité, je veux dire, hein, des cellules ganglionnaires ou du nerf optique. Cette méthode, par exemple, qu'on utilise permet aussi de voir les cellules ganglionnaires et de les compter. Et je crois que il y a toujours des cas très très difficiles, mais on arrive quand même je dirais pas à complètement résoudre, mais en tout cas à freiner une très grande partie des problèmes liés au glaucome aujourd'hui. Donc je ne peux pas répondre ponctuellement parce que c'est vraiment, vous voyez, chaque cas est particulier, mais je crois que peut-être après je pourrais vous adresser ou discuter avec vous. Oui. Bonjour, moi je voulais vous parler de la cécité corticale. Qu'est-ce que c'est ? Parce que souvent dans le monde médical, on nous dit des mots et on ne sait pas trop après c'est quoi exactement. Donc, est-ce que c'est possible de ne pas voir et d'avoir au niveau neuro-ophtalmologique une vision normale? Et c'est ça que je ne comprends pas bien dans le... Alors, encore une fois, l'œil, c'est uniquement l'appareil photo, en fait. Hein. Ça va capter la lumière et ça va le transformer en un flux nerveux. Mais l'œil ne permet pas de voir, c'est le cerveau qui voit. Et est-ce que si on ne voit plus, si le cerveau ne voit plus, est-ce qu'on est aveugle à vie? Alors après, de nouveau, tout dépend des cas. Mais si on a vraiment eu une destruction du cortex visuel, ben, c'est comme quand on a fait un AVC. Hein. Voilà. Donc on a détruit la partie du cerveau qui permettait de faire, par exemple, bouger le bras gauche. Et ben, même si voilà, c'est un peu la même chose. Hein. Vous avez un bras, ben, le bras, il n'a rien. Voilà. Mais malheureusement, il ne fonctionne pas parce que la commande... Voilà. Et la région particulière qui commande votre bras a été fortement endommagée. Et ça fait partie de la partie, enfin, ça fait partie des éléments sur lesquels aujourd'hui personne n'est capable, en tout cas, de remplacer du système nerveux. Alors il y a des tentatives, vous avez vu, il y a eu des personnes qui ont remarché à l'EPFL, il y a des tentatives et c'est sûrement qu'on y arrivera. On arrivera probablement, mais aujourd'hui, comme ça. À la minute, on ne peut pas recréer du cortex visuel s'il a été... Mais alors, qui voir si ce n'est pas un neurologue qui fait ça? C'est si pas un neuropsy? Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment de médecin parce qu'il y a... Ah, c'est fini. Pas vraiment de solution, donc les gens ne savent pas trop quoi faire, en fait. Donc, il n'y a pas de suite. Aujourd'hui. Bah, bon, après, il y a des... Cécité corticale, c'est fini, quoi. C'est à vie. Après, encore une fois, ça dépend quelle a été la cause, comment ça s'est passé. Il y a des choses qu'on récupère, il y a des logiciels qui permettent d'entraîner. C'est pas forcément toujours perdu définitivement. Maintenant, vous me dites si quelqu'un a une cécité corticale complète et qu'il n'y a plus du tout de tissu. Ouais, si c'est partiel, c'est encore différent. Il y a des possibilités de compenser parfois. Ouais. Donc c'est compensation, mais c'est pas de guérison. Non, on ne peut pas redonner malheureusement. Bah merci d'avoir répondu à une question. Ça fait 5 ans que j'attends. J'aurais voulu vous répondre autre chose, mais malheureusement... Merci beaucoup pour cette présentation. Je voulais vous demander une précision. Vous avez parlé du fait de protéger sa vision avec de meilleures lampes, en se protégeant de la lumière extérieure et... en allant se coucher plus tôt pour les enfants. Mais je voulais vous demander, est-ce qu'il n'y a pas des parts alimentaires aussi? Parce que je me dis, si le diabète il peut causer l'aveuglement, il y a peut-être des choses à faire. Tout à fait. Alors, j'ai dit c'est multifactoriel. Il y a des facteurs nutritionnels. On a les perturbateurs endocriniens, on a l'alimentation, les vitamines, les antioxydants, des minéraux, etc. Tout ça fait partie. Je parlais juste pour la myopie. Hein. Pour la myopie, en dépit de grandes études qui ont tenté de montrer des liens entre l'alimentation et la myopie, on n'en a pas trouvé. Ce qui a été vraiment marquant dans toutes les études, c'était cette exposition à la lumière naturelle qui avait un effet freinateur, pas complet, hein. Bien sûr, c'est comme un effet modeste par rapport à la progression, mais ça a un effet. C'est ça qui a interrogé. Mais bien sûr que l'alimentation joue un rôle, c'est évident. Hein. Tout ce qui est, on a même maintenant... il y a des particules qui peuvent avoir des effets, des colorants qui vont aussi jouer un rôle probablement avec la lumière parce que ça peut se combiner, avoir des effets photodynamiques, etc. Aujourd'hui, l'ANSES travaille beaucoup sur ça. On parle de l'exposome. On ne parle plus d'un facteur d'exposition. On parle de cocktail, de l'ensemble d'éléments auxquels on est exposé et auxquels, malheureusement, on subit sans même le savoir un tas de choses.
Et l'alimentation, bien sûr, joue un rôle. D'ailleurs, nous, dans la DMLA, ce qui a été démontré, c'est que dans les formes précoces de la DMLA, de donner certains compléments alimentaires permet de limiter la progression de la maladie. Donc oui, il y a un rôle, bien sûr. Oui, moi j'aurais une question par rapport aux enfants. Vous disiez au début qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont myopes dans le monde. Je travaille en lycée. J'ai de la chance d'avoir un lycée qui a 4 ans, donc au niveau des lumières, tout ça, on est top. On peut même régler l'intensité de la lumière, c'est vraiment fabuleux. Par contre, les écoles qui datent du siècle dernier, pour les jeunes enfants, ce qui est souvent le cas, quels sont les moyens d'intervenir pour qu'on puisse les aider et qu'ils puissent voir? Du lobbying. Il faut faire du lobbying pour qu'on arrive à ce que les écoles soient bien équipées, qu'il y ait des bons éclairages, qu'il y ait de la lumière du jour, etc. Parfois, on pose des questions pour des crèches avec des éclairements, quelles lampes mettre, etc. Consulter des experts, mettre les bons éclairages, etc. Oui, bien sûr. Mais s'il n'y avait que ça à l'école qu'il fallait améliorer... Merci. Une petite question de spécialiste biologie, si vous me permettez. Je voulais revenir sur votre approche de thérapie plasmidique, thérapie génique par plasmine. On sait que dans le cas des enfants bulles, par exemple, ce qui a posé problème, c'est l'intégration de l'ADN thérapeutique au génome. Est-ce que dans votre cas, vous avez un recul là-dessus, ou est-ce que ça peut poser problème ? Il n'y a pas d'intégration, en fait, justement. Avec l'ADN plasmidique, on n'a jamais d'intégration, donc ça reste épisomal. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas pérenne, en fait. Donc on a une méthylation de l'ADN avec le temps, qui fait que le plasmide ne va plus être efficace. Et on n'a pas du tout d'intégration. Donc c'est un peu un inconvénient, en ce sens qu'on n'aura pas quelque chose qui va durer pour toujours, mais je crois que quand on veut utiliser une protéine médicament, c'est plutôt un avantage. Par exemple, l'anti-VEGF le VEGF n'est pas responsable de la maladie. À un moment donné, c'est surproduit et on veut neutraliser un temps. Donc c'est aussi un avantage de pouvoir l'arrêter. Et on n'a pas d'intégration du tout avec les plasmides. Merci. C'est pour ça que c'est beaucoup plus sécure, en fait. Ouais. Merci. Je voulais revenir sur les lampes et sur les spectres que vous avez montrés. Et il me semble quand même qu'on vend aussi des lampes qui ont des spectres qui se rapprochent beaucoup plus de la lumière du jour, ou c'est une arnaque? Alors oui, bien sûr, oui. Vous voulez dire quand on les achète maintenant? Oui, parce que c'est vrai qu'on voit, on voit maintenant les températures des lampes. C'est pas du tout une arnaque, non. En fait, ce qui s'est passé... on va rarement jusqu'au spectre, mais des fois on peut avoir un spectre précis de la lampe et voir qu'elles sont plutôt équilibrées entre les bleus et les rouges. Alors c'est bien s'il y a des lampes qui ont des spectres, la plupart n'en ont pas en fait, hein. Et si on les a c'est bien, mais je crois que la majorité, on n'a même pas le spectre, on a parfois la température de couleur. Et c'est vrai qu'il y a eu un travail qui a été fait énorme, hein, c'est pas du tout une arnaque, parce qu'avant 2010, donc moi j'ai dirigé le rapport de l'ANSES en 2010, et il y a eu des mesures qui avaient été faites, il y avait des lampes qui étaient en classe de risque élevé dans le commerce. Aujourd'hui, il n'y en a plus. On a refait l'analyse en 2019, il n'y en a plus. Donc oui, il y a des gros efforts, en France en tout cas, c'est pas vrai dans tous les pays, et il y a des lampes qui sont de qualité optimisée maintenant. Il reste des déséquilibres spectraux par rapport à la lumière du jour. Oui, je parlais de lampes qui étaient vendues spécifiquement pour être proches lumière. Ah oui, du oui, jour. bah oui, c'est bien. C'est juste qu'elles coûtent plus cher, mais oui, c'est bien si on peut les avoir. Après, ce qui serait idéal, ce serait d'avoir des lampes qui puissent, et c'est faisable, hein, avec des variateurs, avoir une composante bleue le matin, plus rouge le soir, etc. pour, en fait, juste mimer la lumière du jour, quoi. Vous savez, maintenant, il y a une nouvelle stratégie pour traiter la dégénérescence maculaire liée à l'âge qui s'appelle la photobiomodulation, qui est aussi utilisée pour le système nerveux. Et en fait, ça consiste à mettre les patients devant une lampe rouge plusieurs fois, dans des séances, plusieurs fois par semaine. Et ça retarde la DMLA. Donc moi, je dis simplement avoir des lampes qui ne soient pas complètement déséquilibrées, ça pourrait être aussi tout simple, hein. Oui, bonjour. Merci pour continuer un peu dans la série des lampes. Si vous avez un avis sur les indicateurs CRI qu'on peut voir sur les lampes qui sont censées représenter à quel point le spectre représente celle de la lumière. Est-ce que vous avez des valeurs chiffrées de prendre des CRI à 95, 98
ou autre, ou est-ce que c'est un indicateur plus commercial qu'efficace? Non, je pense que c'est des bons indicateurs et qu'effectivement, des indicateurs élevés, voilà, c'est bien. Il faut regarder dans le... Je ne suis pas à ce point je suis pas à ce point pointu dans l'éclairagisme. Donc il faut que vous regardiez dans le rapport. Vous aurez tous les détails. On a travaillé avec des éclairagistes, avec des physiciens. Je n'ai pas ce degré de précision. Les gens me demandent est-ce que c'est dangereux les écrans, etc. Bah, c'est sûr que c'est pas de regarder un écran une fois, ou c'est pas, c'est de faire varier les sources, de pouvoir avoir de la lumière du jour. On en a la chance en France finalement. On a une législation qui est faite de sorte que c'est rare de travailler dans un environnement. Par exemple, il n'y a pas du tout de fenêtre. Mais vous avez des pays comme la Corée, par exemple, où j'ai vu, ou en Asie, il n'y a pas de fenêtre. Donc les gens sont du matin au soir sous des lampes artificielles. Là, ça a beaucoup plus d'impact en fait que nous qui avons quand même. Et il y a un petit le logiciel qui avait été fabriqué par l'ANSES qui s'appelle Lumexpo, qui calcule en fonction. Si vous avez déjà la lumière du jour, en fait, si vous ajoutez un écran ou un type de lampe, qu'est-ce que ça change sur une année, par exemple, en termes de doses cumulées dans les différentes longueurs d'onde. Et vous pourrez voir que tout dépend de l'ensemble des sources lumineuses qu'on a, en fait. C'est pas juste une lampe, en fait. Quand vous avez fait votre première start-up, si j'ai bien compris, vous étiez interne. Et comment est-ce que ça a été perçu par les autres internes, par vos responsables? Parce que je suppose qu'à l'époque, c'était pas quelque chose de courant, ça ne l'est pas encore aujourd'hui. Mais comment est-ce que c'était perçu autour de vous, dans votre entourage professionnel? Bon, fallait pas en parler. D'accord. Non, c'était perçu comme exotique et surtout mercantile. Voilà, on a un peu... je vous dis, on est passé dans le côté obscur de la force, quoi. Ça y est, on est rentré dans le monde... on est forcément biaisé, on est forcément conflicté, on est forcément... c'est complètement... Moi, je crois que c'est l'inverse, en fait. Quand on est confronté et qu'on a vécu dans ces systèmes, on est tellement conscient du risque du conflit, du risque d'être biaisé, qu'on est encore plus rigoureux et encore plus avec soi-même, en fait, hein, encore plus exigeant que ceux qui ne se rendent même pas compte, en fait, qui sont conflictés complètement. Bonjour, merci. Si je reviens au début de votre diapo, vous parliez de votre dispositif qui permet d'injecter des protéines dans l'œil de façon à traiter la dégénérescence maculaire. Où en êtes-vous dans vos recherches? Est-ce que vous avez déjà fait des tests sur des humains? Et sous quelle échéance pensez-vous pouvoir commercialiser éventuellement ce dispositif? Eh ben, c'est la bonne question. Alors, on a fait chez les patients, oui, des essais. On a fait des essais de sécurité avec des plasmides, avec le dispositif. On a pu démontrer qu'il n'y avait pas d'effet secondaire, que c'était bien toléré, qu'il y avait des signaux d'efficacité. Et maintenant, il faut passer à une phase où on va pouvoir faire des études de validation. Et ça nécessite des très, très gros investissements. Et donc, on passe son temps à chercher de l'argent. Et si on trouve l'argent, ben, on ira. Et puis, si on ne trouve pas l'argent, ben, on n'ira pas. Voilà, ça s'arrête comme ça. Et parfois, l'histoire peut s'arrêter parce qu'on n'a pas trouvé les financements, parce qu'on est à un moment où il y a eu la Silicon Valley Bank qui a déposé le bilan, qu'il y a énormément d'investisseurs qui n'investissent plus, parce que tout d'un coup, le monde entier se met à investir dans l'IA, n'est plus intéressé par la thérapie génique, parce que rien du tout, en fait, parce que c'est la mode, parce que voilà. Donc, c'est vrai que ce que j'ai appris, c'est que 99% du temps, quand on monte une start-up, c'est trouver de l'argent. Et il faut tout le temps en retrouver. Et ça coûte, c'est les sommes, enfin, ça c'est vertigineux hein, pour des gens comme nous. Moi, d'ailleurs, quand j'avais fait le business plan de ma première start-up, m'avait parlé de la première start-up, et mes enfants étaient jeunes, j'avais personne devant qui réviser en fait mon PowerPoint pour aller pitcher devant des investisseurs. Et mon fils, qui devait avoir 12 ans, quelque chose comme ça, m'a dit « Maman, je crois que tu confonds les millions et les milliards ». C'est vous dire à quel point j'étais pas dans le monde des chiffres et à quel point c'est difficile parce que c'est des chiffres qui sont vertigineux. On arrive à des sommes qui sont dans des dizaines de millions, des 50 millions, etc. Donc il faut... et c'est très très difficile en France de lever ces sommes. Voilà. Donc on est en train de boucler cette phase et si on la boucle, on aura 2 gros projets. J'espère qu'on ira jusqu'à valider le traitement. Eh bien, je pense qu'on va clôturer cette rencontre avec Francine Béard-Cohen. Merci à vous, je pense qu'on peut l'applaudir. Merci pour toutes ces questions et surtout ces réponses. Merci à vous, chers auditeurs.
Pour celles et ceux d'entre vous qui souhaiteraient poursuivre notamment sur ces questions de start-up et d'entrepreneuriat dans la recherche, on aura le plaisir de vous retrouver sur une seconde table ronde ici même en salle 2001 à 16h15. Donc si vous êtes disponible, n'hésitez pas à revenir et on vous souhaite une bonne fin de festival et on en profite pour remercier toute l'équipe et l'organisation du Festival des Utopiales pour nous avoir permis d'organiser cette rencontre. Merci à vous et à bientôt.